9h, le Grand Matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Il est 8h45 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Bon réveil au tardif, mais bon, il faut dire que beaucoup d'auditeurs sont en congé, donc vous avez bien raison si vous faites une grasse mat. On va retrouver tout de suite Alexis Poulain et Elisabeth Lévy qui se sont levés tôt. Vous êtes toujours là, Alexis Poulain et Elisabeth trop. Lévy. Oui, voilà. Toujours là. Voilà, La France qui se lève tôt. Voilà. Ouais. Bon, écoutez, c'est bientôt la fin des 100 jours. Ça ne vous a pas échappé. Emmanuel Macron ne devrait pas s'exprimer, néanmoins, le 14 juillet. Et Waterloo, c'est où? Pour faire un point sur cette période, supposée être une période d'apaisement. On y reviendra, si on a un petit peu le temps, tout à l'heure, de ce non-discours d'Emmanuel Macron. Et la question, évidemment, qu'on se pose aussi depuis déjà quelques semaines, est-ce que Elisabeth Borne va rester ou pas? Elle défend son bilan. Elisabeth Lévy, ça vous fait ni chaud ni froid ou une fois pour toutes, elle devrait partir, Elisabeth Borne? Oui, alors d'abord, ça me fait ni chaud ni froid, ça c'est vrai, parce que en fait, je veux dire, je dis pas que le Premier ministre n'a aucun rôle, mais enfin bon, on sait bien que c'est pas lui qui décide, si vous voulez, c'est quand même un exécutant. Et par ailleurs, la question qui se pose à Emmanuel Macron, c'est qui à la place? Alors effectivement, est-ce qu'il peut nommer un poids lourd comme Darmanin, par exemple, à Matignon? D'ailleurs, est-ce qu'il est partant? Est-ce que les gens qui veulent se retrouver à l'Élysée la prochaine fois vont aller à Matignon? Mais bon, la réalité, si vous voulez, c'est que je ne suis pas sûr que le locataire de Matignon ait beaucoup d'importance, sinon en termes d'affichage. Alors il est clair, la question que je vais poser à mon ami Alexis, c'est que peut-être dans la configuration du pays aujourd'hui, il aurait intérêt à avoir un Premier ministre plus marqué à droite. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit un enjeu si important, en fait. Peut-être pour faire voter les lois qu'il a envie de faire passer, peut-être. Ça ne changerait rien. Je crois surtout que ce serait peu compréhensible ou une mauvaise communication. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est 90% de communication et 10% de reniement et de mensonges. Donc là, on va arriver, je pense, à un moment où... Le voilà habillé pour l'hiver et l'été prochain. Ouais. Honnêtement, à part la com, il n'y a pas grand-chose. Là, vous vous rendez compte que suite à ce qui s'est passé dans les banlieues, Emmanuel Macron souhaite prendre le temps de la réflexion et lancer encore plein de blabla périphérique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a quand même un président qui est un peu dépassé par à peu près tout. Les faillites. Alexis, Elisabeth Borne vous dira le contraire. Elle dit que toutes les cases ont été cochées, que tous les chantiers présentés fin avril sont engagés. Super. Juste un chiffre, c'est les faillites des entreprises. Le nombre de faillites est au plus haut depuis 2016. Voilà. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Le reste, on s'en fiche parce que si l'économie va pas, vous savez que le pays va pas très bien aller. Pardon Alexis, oui. Le reste on s'en fiche pas tout à fait. Je voulais juste revenir sur vous dites. C'est pour remettre en j'ai compris, mais lumière, je voulais quand même vous faire une remarque sur ce que vous avez dit. Vous dites il est dépassé par ce qui s'est passé. Ils sont pas du tout dépassés. Ils ne veulent pas le voir et ils veulent surtout pas en parler. Oui. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ils savent très bien que c'est à Kevin et Matteo, que tout ça c'est des âneries, qu'on a affaire à une crise majeure de l'intégration, de l'assimilation, vous appelez ça comme vous voulez, puisque ça n'existe plus, pour une partie, évidemment. Je veux dire, je ne parle pas de tout le monde. Et ça, si vous voulez, ils essayent de mettre ça sous le tapis. Ça fait... Enfin, moi, je suis absolument sidéré, si vous voulez, par leur réaction, par mais le Elisabeth, fait qu'ils ont quand même donné l'ordre aux forces de police. D'apaisement, peut-être. Écoutez, l'apaisement, vous savez... Quand on parlait d'apaisement dans les années 30, ça voulait dire capitulation. Or, ça fait 40 ans qu'on fait de l'apaisement. Ça fait 40 ans qu'on se couche devant des voyous. Ça fait 40 ans que par peur de l'émeute, si vous voulez, on n'agit pas sur un certain nombre de choses. Et donc, on ne veut pas moins on veut mettre d'huile sur le feu, plus le feu s'embrase. Il faut peut-être à un moment changer de méthode. Vous savez, je crois que le respect n'est certainement pas de câliner tous ces gens leur disant « mais pauvres petits, comme vous êtes malheureux, comme on vous a fait du mal, comme on est des salauds ». C'est de leur dire « vous pouvez prendre votre vie en main et vous n'êtes pas des victimes ». Voilà, c'est ça le respect. Alexis, et vous êtes comme tout le monde soumis à la loi. Alexis, qu'est-ce que vous répondez? Parce que la gauche a pointé du doigt sur certaines responsabilités qu'elle a sur justement ce sentiment de culpabilité. Vous l'admettez ça?
Mais complètement, il y a eu un discours angélique, un discours du déni aussi, puis surtout, non, des politiques clientélistes dans ces mairies, dans ces territoires, de gauche comme de droite d'ailleurs, où les élus, quels qu'ils soient, faisaient tout pour parler à des communautés et pas essayer de faire un quartier, quelque chose qui allait au-delà de l'élection. Et ces promesses-là, regardez les plans banlieue, c'est assez intéressant. Ils arrivent toujours avant les élections. Il y a des belles promesses. Et puis après, on les met à la poubelle en disant non, mais vous savez, c'est pas grave, on verra, même si beaucoup d'argent public a été déversé dans ces territoires. Le problème, c'est ça, c'est l'absence de courage politique et le déni politique, et particulièrement à gauche, certes, mais aussi à droite, sur la façon dont ont été instrumentalisées les communautés. Ça réagit, je vous coupe Alexis, parce que ça réagit pas mal au 0826 300 300. On va prendre un auditeur, François, qui nous appelle des Yvelines. Bonjour François. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour Elisabeth, bonjour Alexis. Bonjour François. Bonjour. Vous vouliez réagir? Oui, écoutez, les 100 jours, déjà pour donner une petite perspective historique, ce que ça donnait, en conquête du pouvoir par il y a deux mois qui me marquent. On appelle ça le règle, je pense que plutôt sur un canard d'Emmanuel Macron que le règle. 2 ans, il a traversé la France, Napoléon pour le pouvoir, alors que Emmanuel Macron... Malheureusement, François, on vous entend pas mal. Très bien. Ouais. On va essayer de vous reprendre peut-être tout à l'heure, mais voilà, on comprend l'idée, la référence historique à Napoléon, pour qui ça s'est assez mal terminé, cette période des 100 jours, Elisabeth. Bah oui, c'est ce que je vous disais ironiquement tout à l'heure. Bon, à un moment, si vous voulez, il n'est pas non plus... il ne pouvait pas anticiper tous les événements, mais évidemment, l'idée que ça allait être 100 jours d'apaisement après les retraites, si vous voulez, et évidemment, a tourné un peu en eau de boudin. Moi, je suis quand même frappé par le fait qu'il ne s'exprime pas le 14 juillet. Parce oui, que on allait y venir, mais alors attendez, Elisabeth, excusez-moi, je suis impolie, je vous coupe, mais comme on a récupéré François qui voulait finir son propos, on va l'écouter avant de passer justement à Emmanuel Macron. Oui, François, on vous a récupéré. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis désolé. Voilà, donc il y a on dit que les 100 jours, on appelle ça le vol de l'aigle. Je pense que Emmanuel Macron, comme je disais, ressemble plus à un canard qu'à un aigle, et que Napoléon, lui, a traversé la France pour reconquérir le pouvoir. Je trouve qu'Emmanuel Macron est vraiment très isolé, et j'ai l'impression qu'il se complaît un peu dans cet isolement. Qu'est-ce que j'attends du remaniement ou de la rentrée et du terme de ces 100 jours? En fait, honnêtement, j'en attends absolument rien, parce que je vois que lorsqu'il y a eu des drames comme le harcèlement dont a été victime la pauvre Lola à l'école, ou aussi les émeutes, on voit qu'on est dans la dilution de la responsabilité. On accuse, soit, comme vous le dites, des médias d'extrême droite, soit on dit que c'est les réseaux sociaux, soit c'est la famille, soit c'est une responsabilité collective dans le cas du harcèlement. Donc moi, si vraiment il veut faire un grand pas vers la démocratie et par les 100 jours, pour moi, il doit dissoudre l'Assemblée, redonner la parole aux Français par le biais du vote, et pour pouvoir avoir une Assemblée qui soit représentante vraiment de ce que veut la France, donner un cap et repartir de l'avant de cette façon-là. Ça veut dire, François, vous nous dites que vous n'avez aucune attente, ça veut dire que vous n'attendez pas qu'il parle le 14 juillet, ce qu'il ne fera probablement pas d'ailleurs. Effectivement, c'est tout à fait révélateur le fait qu'il n'ose pas prendre la parole au terme des 100 jours, parce que je pense que ça sera une parole qui sera un peu plus inepte et décalée de la réalité, mais on voit bien qu'on est dans la réponse uniquement verbale et politique, plutôt à des problèmes concrets qu'on a tous les jours. Moi, en tant que Français, si vous voulez, j'attends plus rien de ce gouvernement. La seule chose que j'espère, c'est qu'ils dissolvent l'Assemblée pour qu'on puisse avoir une Assemblée qui représente ce que les Français pensent, et non pas quelque chose qui soit toujours une réponse politique et sous forme de discours à des problèmes qu'on rencontre tous les jours et auxquels on n'a pas de réponse. Merci François, merci. Oui, Elisabeth. Non, je voulais dire à François, en même temps, on peut reprocher beaucoup de choses à cette Assemblée, mais elle représente précisément assez bien toutes les sensibilités des Français. Le problème, c'est qu'elle ne dégage pas de majorité. Mais pour le coup, si vous voulez, c'est une Assemblée où, pour le coup, tout le monde est représenté. Il n'y a pas de groupe électoral, si vous voulez, qui soit complètement laissé de côté, comme ça a pu arriver par le passé. Donc,
C'est ça le problème, c'est la gouvernabilité maintenant. En tout cas, François qui n'attend rien, Elisabeth, d'Emmanuel Macron, qui de toute manière ne compte pas manifestement s'exprimer le 14 juillet. Alexis Poulain, ça rompt quand même une tradition. Pourquoi ce silence prévu d'Emmanuel Macron ? C'est pas nouveau. Emmanuel Macron est très silencieux quand il est question de répondre à des questions de journalistes. Il fait très peu de conférences de presse. Non, mais là, c'est le 14 juillet, c'est la fin des 100 jours quand même, c'est symbolique. Lors de son précédent mandat, il a fait pas non plus tous les 14 juillet. Mais là, c'est la fin des 100 jours. Mais la fin des 100 jours, il devait la faire si tout allait bien. Il devait la faire pour parader, faire taratata, c'est moi, je suis super, c'est génial, regardez, Marseille, ça s'est super bien passé, j'ai vraiment des plans en or, les Français, vous avez vraiment de la chance d'avoir un président aussi bien que moi. Problème, c'est que l'économie est en miettes. Il y a eu les émeutes dans les banlieues, juste après qu'il soit passé à Marseille pour dire que d'ailleurs, c'était un président super pour les territoires de la République, comme on les appelle. Et là, impossible de faire une communication comme celle-là, puisque le fiasco qu'il porte par sa politique, il est visible. Et il n'a pas de réponse. Et sa réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est quoi ? C'est de lancer des groupes de réflexion pour savoir ce qui s'est passé. Donc Alexis, comment voulez-vous qu'un président qui est dépossédé à ce point-là, qui ne sait plus où il est à part à l'international, alors ça va, il s'est paradé. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est son excuse, c'est que le président indien sera à Paris et donc il n'aura pas le temps de faire une petite interview pour parler aux Français, mais Alexis, il parlera la semaine prochaine. On arrive bientôt à la fin de ce débat, je suis désolée, on va rapidement donner la parole à un auditeur parce que les auditeurs souhaitent réagir, 0800 26 300 300. Cédric, vous nous appelez de Béziers, voulez-vous vous exprimer justement sur Emmanuel Macron et ce 14 juillet ? Donc bonjour à tous, merci de me donner la parole. Bonjour. Effectivement, de toute façon, il est fidèle à lui-même. Je finis par l'appeler quand j'en discute avec mes amis. Le président Tefal, il a tellement de casseroles derrière la tête que derrière lui, qu'en fait, on peut plus l'appeler comme ça, on peut plus l'appeler Macron, on ne peut que l'appeler comme ça. Ensuite, c'est vrai que c'est une personne qui dès qu'elle est en difficulté, elle ne parle pas. Elle va essayer d'aller voir des cabinets conseils pour lui faire ses petites bafouilles pour répondre à d'éventuelles questions qui sont triées à l'avance. Mais là, il n'y a rien à dire. Donc effectivement, on sait que il dira rien. Et puis c'est un petit peu comme à chaque fois, quoi. Donc il change pas. Quand il dit quelque chose, il revient en arrière. Quand non, je trouve que il reste fidèle à lui-même. Alors je sais même pas pourquoi il fait un deuxième quinquennat d'ailleurs. Merci en tout cas Cédric. Désolée Elisabeth, on ne va pas donné la parole sur ce sujet, mais enfin on vous a entendu sur ces 100 jours. Sœur Elisabeth Borne. Merci Alexis Poulain. Et également merci à vous deux. Vous m'avez appelé Elisabeth Borne ? Ah bon, non, alors ça c'est un lapsus. J'ai entendu ça, alors non, c'est pas possible. Enfin, Elisabeth Lévy, Premier ministre. Ça m'inquiète beaucoup. Ça y est, on a trouvé la solution pour sauver le pays. Elle est plus proche de la porte que de l'augmentation quand même. Alors, il suffit juste d'avoir le 06 d'Emmanuel Macron et on propose Elisabeth Lévy au poste. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux et je vous dis à demain et nous on se retrouve dans quelques instants pour Mettez-vous d'accord. Merci à vous.